Alors si tu t'intéresses un peu à l'écologie, comme moi, tu as sûrement déjà croisé le terme, le mot, le nom hydrogène. Le problème est qu'il y a plein de vidéos qui racontent des choses, mais pas tout. Le deuxième problème est qu'il sert d'argument, notamment politique, en mode peinture verte, pour présenter des projets écologiques, sauf que en omettant certains points, ça n'a pas de sens. Donc l'idée, c'est, dans cette vidéo, de te communiquer certains arguments rares, certains faits. Mis bout à bout, on comprend mieux comment fonctionne l'hydrogène et comment ne peut pas fonctionner à l'heure actuelle l'hydrogène. Quelle filière n'est pas possible pour l'instant, pas viable, pas censé de faire. Pour ce faire, on va s'appuyer sur ce joli bouquin de Samuel Furari, L'utopie de l'hydrogène. Alors, c'est bien simple, le mec, il a monté la COP 1. Le gars il bosse depuis 30 ans, 40 ans dans le milieu, c'est un ingénieur. Il a eu des projets européens comme la liquéfaction du charbon pour en faire un espèce de pétrole. Puis après c'est lui qui s'est carrément occupé de la faisabilité de l'énergie hydrogène, de comment se servir de l'hydrogène pour en créer de l'énergie en Europe. C'était lui le boss quoi. Et son livre est fort intéressant. Et l'idée c'est de vous partager les grands points pour que quand vous les retrouvez dans les discours, vous fassiez là il y a bullshit, soit par incompétence, soit par confort, hein. C'est plus facile à raisonner en éludant la physique par exemple. Bienvenue sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre, on y va l'artiste. Alors en premier lieu, qu'est-ce que c'est l'hydrogène? L'hydrogène c'est tout simplement un atome qui en fait s'additionne pour faire le dihydrogène, parce que comme ça il est plus stable. C'est le plus abondant, c'est le plus léger, c'est le plus mignon. C'est l'hydrogène. Le problème c'est que abondant dans l'univers, oui, abondant sur Terre, oui, mais jamais sous forme libre. Tu peux pas creuser et en avoir. Alors maintenant dans les mines de charbon, il paraît qu'il y en aurait un peu, à savoir si c'est juste de la pub ou si c'est résiduel ou si c'est vraiment des choses qui puissent être exploitables. Mais ça c'est très récent. Globalement, il faut vous dire que l'hydrogène, on ne va pas le chercher, on le produit. Okay? Il est extrêmement répandu, mais lié à d'autres molécules. Par exemple, dans l'eau, tu as un atome d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène. Donc, il ne faut pas le voir comme une énergie comme le pétrole, l'énergie hydroélectrique, l'eau qui tombe en fait, ou le gaz ou le charbon. C'est pas quelque chose que tu pioches, que tu vas chercher dans un gisement, qui est là et que tu utilises. C'est quelque chose qu'en premier lieu tu dois produire. Et c'est là que ça se complexifie. Il y a eu un énorme enthousiasme autour de l'hydrogène. Et ça c'est marrant, c'est par séquence. Hein. Il y a tout au cours du siècle dernier, et maintenant il y a toujours des élans d'enthousiasme. Oui, parce que quand tu brûles ça, si ta voiture fonctionne à l'hydrogène, et en fait ce que tu rejettes, c'est de la vapeur d'eau. C'est sympa, c'est mignon, ça sent bon, ça arrose les plantes. C'est très très satisfaisant. Mais pour savoir si c'est polluant ou non, si c'est faisable ou pas, il faut savoir qu'est-ce que ça nous coûte d'avoir de l'hydrogène dans la voiture. Et l'hydrogène, ils en mettraient bien partout. Si tu écoutes tout le monde en condensé, ils en mettraient bien dans les avions, ils en mettraient bien dans les trains, ils en brûleraient bien pour faire de l'électricité. Enfin, ça semble être la panacée, puisqu'à chaque fois tu relâches de l'eau. Comment fabriques-tu ton hydrogène? Là est l'unique majeure question. En fait, non. Il y a plein d'autres questions. Eh bien, on va retenir 2 possibilités de fabriquer l'hydrogène. La première, c'est en cassant la molécule d'eau, l'hydrolyse. Alors, on peut le faire sous haute température, ça se fait pas encore, parce qu'il faut, je crois, 2500 degrés. Ce qui se fait le plus souvent, c'est avec une électrode et une anode, et il faut passer du courant, et bzzz, ça fait de l'oxygène et de l'hydrogène. Et on récupère les 2. Ça demande une énergie colossale. Tu peux jamais avoir plus d'énergie à la fin qu'au début dans ce genre de truc. Toujours une perte. À chaque fois que tu fais un transfert, ça c'est un truc qu'il faut se rappeler, à chaque fois que tu conserves, tu transportes, que tu changes d'état, tu as de la perte. Plus tu le fais, moins c'est rentable, moins c'est viable, plus c'est polluant en réalité. Plus tu perds de l'énergie. La deuxième possibilité, c'est ce qui se fait le plus, c'est de prendre du gaz naturel, du méthane, c'est CH4, C carbone, H, 4 x 4, 4 atomes d'hydrogène. Tu le sépares, tu as un carbone, et tu as 4 atomes d'hydrogène. C'est génial,
Mais déjà tu pars du gaz naturel et deuxièmement, tu vas relâcher du carbone. Alors, les grands défenseurs de l'hydrogène que sont les Allemands par exemple, vous diront que il faut le faire avec l'électricité, avec l'hydrolyse. Le problème étant que physiquement, chimiquement, tu as besoin de 6 fois plus d'énergie pour obtenir de l'hydrogène en cassant de l'eau qu'en cassant du méthane. Donc, potentiellement, ça peut coûter 6 fois plus cher en énergie. Cette énergie électrique, comment est-elle produite? Top. L'idée des Allemands, c'est on va construire beaucoup d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques et on va emmagasiner l'énergie intermittente en trop en fabriquant de l'hydrogène. Puis, quand on en aura besoin, on va rebrûler cet hydrogène ou alors mettre l'hydrogène dans une pile à combustible. C'est une autre manière de faire de l'électricité avec de l'hydrogène. Et ça, c'est, je dirais, la grande idée du moment. Mais elle ne tient pas debout, nous dit Samuel Furari. Imaginons un monde alémanique où toute l'énergie du pays parvienne à être, non pas du gaz, non pas du charbon, mais que de l'éolien et que du solaire. Ok ? Quand il y a du vent et du soleil, 100% de la capacité du pays est comblée et pourvue en énergie par ce système. Ok ? Maintenant, avec leur système, combien faut-il rajouter d'éoliennes et de panneaux solaires pour que tu puisses transformer le surplus en réserve d'hydrogène, puis le réutiliser pour avoir 100% tout le temps? Eh bien en réalité, c'est pas x2, c'est pas x3, c'est pas x5, c'est x15. C'est-à-dire qu'il te faut que tu multiplies, pour faire ce système, il faut que tu multiplies ton parc éolien par 15. Et si tu fais ça avec du solaire, par 26. C'est étonnant, hein? Alors comment on arrive à ce chiffre de x15? Une éolienne standard fonctionne par intermittence, tout le monde le sait. Mais combien de temps fonctionne-t-elle? Eh bien elle fonctionne quand il y a du vent et quand elle n'est pas en panne, parce qu'elle tombe souvent en panne. Ce qui représente, dans les cas standards, à peu près 20% du temps. Donc ça veut dire que si on veut de l'énergie sur 100% du temps, avec batterie, il faut déjà 5 fois plus d'éoliennes. Mais pour utiliser l'hydrogène en batterie, c'est-à-dire prendre de l'électricité, faire de l'hydrogène avec cette électricité, puis comprimer ou cryogéniser cet hydrogène, on perd encore des quantités fabuleuses d'énergie, puis retransformer cet hydrogène en énergie, on repère encore beaucoup d'énergie dans le procédé. À chaque fois, il y a une perte, et on se retrouve avec un tiers de l'énergie de départ. C'est-à-dire que pour 100 watts d'énergie éolien, tu te retrouves à la fin livré par la batterie hydrogène avec 30 watts. Donc ça veut dire qu'il va falloir produire 3 fois plus d'énergie pour pallier aux pertes et arriver à 100%. x5, x3, on arrive à x15. Et c'est à la fin de ce calcul que tu dis ça va être compliqué. C'est compliqué parce que déjà ils n'ont plus de place, ils veulent les mettre en mer mais ils n'ont pas beaucoup de mer, et c'est très coûteux, et les gens en ont marre d'avoir des turbines devant la tronche. Surtout que ça gère une pollution électromagnétique, hein, ça tourne, ça fait un champ magnétique. Les gens ne savent pas trop, mais c'est vrai. Et si tu mets pas le tampon à hydrogène, bon, tu as énormément d'énergie quand il fait soleil et quand il y a du vent. Il y en a qui vous diront, on peut le vendre, on vend le surplus. Si tous les voisins font comme ça, tout le monde a de l'énergie en même temps. Et tout le monde a des pénuries simultanément également. Quand il y a de l'afflux d'énergie, personne n'en veut, ça vaut pas cher, on sait pas quoi en faire. Et quand il en manque, tout le monde en manque. C'est génial. C'est pour ça qu'ils songeaient depuis longtemps à transformer, à produire de l'hydrogène. Mais ça marche pas économiquement, ce n'est pas viable. Dans ce système-là précisément. De l'hydrogène, oui, mais comment et de quelle manière? Si tu prends de l'hydrogène, tu fabriques de l'hydrogène, 1 kg d'hydrogène, ça prend une dizaine de mètres cubes parce que c'est très léger, tu sais, c'est ce qu'on mettait dans les zeppelins, qui a explosé d'ailleurs. Ça prend beaucoup de place. On ne peut pas avoir des containers gigantesques à la Star Wars. Donc on va devoir le comprimer. La compression perd beaucoup d'énergie.
Donc en fait, l'énergie que tu as, tu vas devoir dépenser de l'énergie pour stocker ton hydrogène en réalité. Tu en as déjà perdu à le produire et tu en repères encore à le concentrer. Donc soit tu le cryogénises et t'en fais un liquide, mais là faut descendre à moins 253, soit tu le comprimes à 300, 400, 800 bars. Donc là, laisse-moi te dire, déjà il faut des sacrées installations, il faut des sacrés bidons, hein, parce que si ça explose, c'est pas bon. C'est un autre des problèmes que si tu le mets dans une voiture, soit tu es obligé d'en mettre un tout petit peu dans un blanage de tank, parce que le truc, il faut que si ça se prenne une autre voiture sur l'autoroute, plus un camion, et puis que tout explose, faut pas que le truc explose, quoi. Parce que sinon, c'est trop puissant, c'est trop dangereux. Les gens qui viennent, les pompiers seront soufflés, enfin, et puis imagine en ville. Mais des silos existent, hein, au niveau industriel, ça existe, on se transfère de l'hydrogène. Et apparemment, c'est une galère. Et enfin, on a encore une perte à la restitution du mode hydrogène à mode électrique. Soit tu le brûles, soit tu le passes dans une pile à combustible, et tu as encore de la perte. Et au final, de l'énergie, 100% d'énergie au départ, tu as 100% de 100 kWh, on va dire, tu obtiens à la fin 28 kWh en batterie. Ce que la batterie va te restituer, c'est 28 kWh. 70% de perte, quasiment, 72. Ça fait beaucoup, il faut le prendre en compte. Quand on utilise l'hydrogène, on perd énormément d'énergie. Alors toutes les technologies, les avancées des anodes et tout ça vont diminuer un peu ça. Mais il faut un verrou technologique pour vraiment retourner la barre. Et l'autre manière de faire, on a vu, il y a l'hydrolyse qui coûte énormément d'énergie, mais il y a une technique plus simple, moins coûteuse, moins énergivore, qui est de partir du méthane. Mais le méthane, c'est du carbone et de l'hydrogène. Et du coup, pour ceux qui sont sensibles à la théorie du carbone, eh ben c'est pas bon, parce que ça va produire énormément de carbone. Et pour ceux qui sont sensibles au bon sens et à l'économie, eh ben ça veut dire que tu pars du gaz naturel, qui est une énergie, que tu peux utiliser dans une centrale à énergie telle quelle, que tu peux brûler pour te chauffer telle quelle, que tu vas te faire chier à créer des installations coûteuses, polluantes, pour transformer le premier bousin pas cher, simple, en un truc hyper complexe, qui s'appelle l'hydrogène, pour avoir énormément de pertes, et pour en récupérer un tiers, peut-être un peu plus avec le CH4. Tu vas perdre de l'énergie en payant. Tu vas payer, tu vas t'embêter, tu vas construire pour perdre de l'énergie. C'est dépenser de l'énergie pour obtenir moins d'énergie. C'est la base de la définition du gaspillage ou de la pollution. Mais, pour au final, quand ça va sortir du pot d'échappement, ça fera de l'eau. Oui, mais le carbone et les autres polluants de combustion, eh bien, il sortira ailleurs, hein, d'une autre cheminée, d'un autre endroit. C'est juste délocalisé, c'est tout. Alors ils ont quand même inventé un patch théorique qui serait de dépenser encore de l'énergie pour séquestrer ce carbone sous terre, ce qui renforce encore l'hérésie énergétique du procédé. Tu vois le délire ou pas? En fait, c'est pas viable économiquement. Ni énergétiquement parlant. Ça créera donc plus de pollution. Et ce sur quoi insiste beaucoup l'auteur, c'est qu'en fait, l'hydrogène, c'est produit, à l'heure actuelle, il y en a des millions de litres qui sont produits chaque année dans le monde. Et il y en aura de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un agent chimique qui est énormément utilisé dans la chimie. Pour stabiliser du gras, par exemple, on hydrogène du gras hydrogéné, je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs c'est pas génial. Hein. L'huile de palme hydrogénée, ça le rend quasiment impérissable. Et difficilement digeste au passage. L'hydrogène, ça sert à faire de l'ammoniac, ça sert à faire des engrais, ça sert à faire plein de trucs. Alors des engrais, c'est pas la panacée, mais les engrais, c'est pas des pesticides, hein. Faut pas confondre engrais et pesticides. Et les gens, en fait, dépensent beaucoup d'argent pour acquérir de l'hydrogène. Et en fait, ce que certains politiques disent, c'est « nous, on aimerait le cramer, s'il vous plaît ». Ce truc qui est très difficile à produire, qui coûte énormément d'énergie, ben, au lieu de l'utiliser comme un élément chimique précieux dans la chimie, on voudrait le brûler. Donc on voudrait en faire énormément, mais pour en faire énormément, il va falloir fois je sais pas combien d'électricité ou d'énergie, ou de pétrole, hein, on pourrait faire à partir
n'importe quoi, cette électricité, cette énergie, ou de gaz pour produire cet hydrogène. C'est ce que démontre, avec plein d'autres détails, plein d'autres systèmes de pensée, que pour l'instant, la technologie fait que si on n'arrive pas à produire de l'hydrogène à bas coût énergétique, pour l'instant, c'est pas une bonne option. D'autant que ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est très difficile à manipuler. On a dit c'est l'atome le plus petit de l'univers, le plus simple. Et en fait, pour lui, une plaque d'acier, en fait, c'est une moustiquaire. Ça passe au travers. Il faut des épaisseurs d'acier pour retenir ce truc-là. Encore plus coûteux, c'est compliqué et c'est sacrément explosif. C'est-à-dire avec l'air ambiant, ça peut péter. Donc, explosif, coûteux, chiant et qui passe partout, effusif, on appelle ça. Pour l'instant, il nous manque un verrou technologique. Si effectivement il y a des gisements d'hydrogène pur, enfin, qu'on peut retirer directement de l'hydrogène, là, ça se discute. Parce que là, on n'a pas, ça devient une énergie primaire, on n'a pas injecté d'énergie dedans. Outre que aller le récupérer, mais on ne l'a pas produit. Là, ça pourrait renverser la balance. Une autre piste, c'est s'il y a d'autres technologies de centrales nucléaires, des centrales à sel fondu, centrales à thorium, qui auraient été bien plus logiques de fabriquer, en fait, elles peuvent fonctionner à très haute température. Il serait possible d'utiliser cet excès de température, 800, 900 et peut-être plus degrés, pour amorcer la fission de la molécule, je sais pas si ça se dit la fission d'ailleurs, si je crois, de la molécule d'eau, sans passer par l'hydrolyse, mais passer par le fait de la chauffer. Et là, on récupérerait de l'énergie en trop, gaspillée, gratuite presque, et peut-être la balance pourrait s'inverser. En attendant, c'est un marché de niche dans des projets très particuliers, par exemple les fusées. Les fusées, elles ont un besoin d'être très légères absolu, donc elles fonctionnent à l'hydrogène. Elles brûlent, pas toutes d'ailleurs, mais Ariane brûle de l'hydrogène. Dans l'espace aussi, pareil. Et peut-être, qui sait, lui, l'auteur dit que non, mais peut-être dans les avions un jour, les avions à basse vitesse, hein. S'ils arrivent à l'emballer d'une manière à ce que ce soit pas trop lourd, parce que si tu gagnes beaucoup de poids en emportant de l'hydrogène plutôt que du kérosène, seulement tu perds énormément de poids dans l'emballage. Donc peut-être on pourrait gagner là-dessus. Mais pour résumer, tous ceux qui vous promettent des piles à hydrogène, des piles à combustible ou de faire tampon avec de l'hydrogène, pour l'instant, ça n'a ni queue ni tête économiquement. C'est dépenser de l'argent pour perdre de l'argent. Et j'en suis le premier désolé, parce que j'adore l'hydrogène. Je trouve ça assez fabuleux. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé, et qu'elle vous permettra d'être un petit peu plus pointu sur le sujet. Et pas de vous faire embrouiller. Pour finir sur une ouverture, je trouve que la technologie de volant à inertie est bien plus prometteuse et moins polluante que l'hydrogène pour tamponner les énergies intermittentes des panneaux solaires ou des éoliennes. Sur ce, je te dis à bientôt et porte-toi bien. Ciao.